Bonjour et bienvenue dans cette séance qui va nous permettre de faire le bilan de vos connaissances sur la tragédie classique avant de pouvoir aborder l'exercice de la dissertation qui va nécessiter d'avoir une culture générale assez poussée sur le théâtre et en particulier sur la tragédie. Donc puisque nous venons de terminer la lecture et l'étude d'Andromaque, il est temps de faire un petit peu le bilan de toutes ces connaissances-là. Je commence d'abord par vous présenter mes excuses pour le filigrane qu'il y a en fond de vidéo puisque j'utilise la version gratuite de ce logiciel et si la situation venait à se répéter ou à perdurer un peu trop longtemps et que cela vous gênait vraiment beaucoup trop, je trouverai un autre moyen, peut-être autre chose qu'un support vidéo. C'est parti. Alors tout d'abord je voudrais commencer par faire un rappel sur les origines de la tragédie puisque c'est un genre théâtral extrêmement ancien qui est né dans la Grèce antique. Théatrum en grec signifie lieu où l'on regarde. Il s'agit donc bien d'un art du spectacle. Spectare en latin ça veut dire regarder. Et donc vous parlerez bien de spectateur et non de lecteur quand vous parlerez du théâtre. Et vous serez aussi attentif à penser à la mise en scène et aux effets visuels sur le spectateur. C'est aussi, je vous le rappelle, un art lié au sacré au départ puisque les pièces de théâtre étaient jouées à l'occasion de concours pendant ce qu'on appelait les grandes Dionysies, c'est-à-dire des fêtes religieuses en l'honneur du dieu Dionysos, qui duraient 7 jours, et qui étaient organisées de manière très stricte, 3 jours de procession religieuse, puis 3 jours de tragédie, puis une journée de concours de comédie. C'était bien sûr ouvert à tous, et vous avez sûrement retenu que les spectacles étaient gratuits, puisqu'on considérait qu'ils avaient un but éducatif extrêmement important. Et on estime que l'apogée du théâtre, c'était le 5e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, tous les dramaturges antiques que vous connaissez sont des auteurs, comme par exemple Aristophane pour les comédies ou Sophocle pour les tragédies, sont des auteurs qui ont remporté les concours de pièces, et c'est la raison pour laquelle leurs œuvres ont pu parvenir jusqu'à nous. Les spectacles seraient déroulés donc en extérieur. Les personnages étaient joués en Grèce par des citoyens, c'est-à-dire forcément des hommes qui portaient évidemment des masques et des costumes, notamment lorsqu'ils incarnaient des personnages féminins, et on donnait aux comédiens le nom de hypocrites, qui a donné bien sûr en français l'adjectif hypocrite ou le nom hypocrisie, qui signifie porter un masque au sens figuré, c'est-à-dire prétendre qu'on est quelqu'un d'autre. Dans les tragédies, il n'y avait que 3 personnages maximum sur scène en même temps, et il y avait toujours un chœur, qu'on appelait le coryphée, qui était composé de 15 citoyens et qui avait une fonction de commentaire de l'action théâtrale. Ce genre, maintenant, il est important de rappeler qu'il était particulièrement apprécié par les Grecs, alors que les Romains préféraient les comédies. La preuve, c'est que sur les 7 jours que duraient les grandes Dionysies, 3 jours complets étaient consacrés aux tragédies. Et je voudrais attirer votre attention sur un texte extrêmement célèbre, qui s'appelle La Poétique et qui a été écrit par un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ prénommé Aristote. Ce texte est extrêmement célèbre puisqu'il nous raconte la perception, les règles et comment les tragédies étaient perçues et considérées dans l'Antiquité. Voici donc un extrait. La tragédie est donc l'imitation d'une action noble, conduite jusqu'à sa fin et ayant une certaine étendue, en langage relevé d'assaisonnement dont chaque espèce est utilisée séparément selon les parties de l'œuvre. C'est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen d'une narration, et qui par l'entremise de la pitié et de la crainte accomplit la purgation, catharsis, des émotions de ce genre. Alors je voudrais revenir avec vous sur certains mots qui sont extrêmement importants dans ce texte. Tout d'abord le terme d'imitation qui revient à 2 reprises. Alors l'imitation c'est un concept important puisqu'en grec on parle de mimesis, ce qui a donné, vous vous en doutez, le verbe mimer ou l'adjectif mimétique. Et l'imitation c'est le fait que la pièce qui se déroule sous vos yeux et l'intrigue qui vous est racontée mime le réel. Autrement dit, elle est vraisemblable. Elle n'est pas véridique, c'est une fiction, mais elle est vraisemblable et elle pourrait se dérouler dans la vie quotidienne et dans la vie réelle. Ensuite, il s'agit d'une action noble. Les personnages sont nobles. Je vous rappelle qu'ils ont une noblesse de cour, c'est-à-dire qu'ils sont élevés dans la hiérarchie sociale, mais ils ont aussi une noblesse de cœur, avec des émotions, des sentiments, et des situations qu'ils vivent qui suscitent l'admiration. La tragédie est donc un genre élevé, et cette admiration, elle est essentielle puisque c'est elle qui va nous permettre de ressentir les 2 émotions principales qu'un spectateur doit ressentir devant une tragédie, à savoir la pitié et la crainte. C'est parce qu'on ressent de la pitié et de la crainte que se produit un phénomène qui s'appelle la catharsis et qu'on pourrait traduire par la purgation des passions. C'est parce que vous admirez le personnage qui est devant vous que vous avez de la pitié pour lui.
pour la situation qu'il est en train de vivre. Mais vous avez aussi de la crainte, puisque c'est un personnage démesuré, violent, orgueilleux, monstrueux par certains aspects. Et donc quand vous ressortez de ce spectacle, vous devez être purgé de cette pitié et de cette crainte, c'est-à-dire que vous les avez ressenties, vous avez libéré ces émotions et elles ne sont plus en vous, du moins pour un moment. Je voudrais maintenant qu'on fasse un bond dans le temps et qu'on aborde la tragédie classique, c'est-à-dire la tragédie du XVIIe siècle. Avec quelques rappels d'abord sur le classicisme, je vous rappelle que c'est un mouvement artistique européen du XVIIe qui s'est construit en opposition avec le baroque et qui a développé des idées d'harmonie, d'ordre et de mesure avec la célèbre devise « plaire et instruire », si vous souhaitez la dire en latin, placere et docere. Et évidemment, les classiques imitent les anciens et revendiquent cette imitation des anciens. Alors les anciens avec un A majuscule, c'est bien sûr les auteurs de l'Antiquité. Donc vous comprenez bien que tout ce qu'on vient de dire sur la tragédie antique est extrêmement important puisque ça va être repris et légèrement transformé par les auteurs classiques. Alors je vous rappelle aussi que le théâtre est un genre extrêmement dévalué, déconsidéré, dévalorisé pendant tout le Moyen-Âge et même au XVIe siècle. On considère que les comédiens sont des travestis, qu'ils sont des menteurs, qui essaient de vous faire croire à des situations qui ne sont pas réelles, et surtout ils vous divertissent. Divertere en latin, ça signifie détourner. Donc ils vous détournent du droit chemin, ils vous détournent de Dieu. Sous l'impulsion des rois Louis XIII et Louis XIV, qui étaient de fervents admirateurs du théâtre, Richelieu va créer l'Académie française en 1635 et va essayer d'apporter au théâtre ses lettres de noblesse et de l'ériger en art à part entière. Alors pour cela, il va falloir lui donner un certain nombre de règles et lui attribuer un certain nombre de codes. Notamment, la tragédie est toujours écrite en 5 actes et en alexandrin. L'alexandrin, c'est le vers noble par excellence puisque c'est le plus long de la poésie française. On va aussi respecter un certain nombre de règles. Vous connaissez par cœur la règle des 3 unités, unité de temps, l'intrigue ne doit pas dépasser 24 heures, unité de lieu et unité d'action, c'est-à-dire que finalement on doit avoir une intrigue qui est quand même simplifiée. Si on commence à raconter des histoires qui durent des mois, qui se passent dans plein de lieux différents et qui ont plusieurs strates de complexification, on ne va pas s'en sortir, le spectateur va être perdu. Il faut donc simplifier l'action. Et c'est l'explication de la règle des 3 unités. Vous avez aussi la règle de vraisemblance, qui signifie qu'on doit proposer sur scène des intrigues finalement qui imitent le réel, c'est ce que prônait aussi Aristote. Et puis vous avez la règle de bienséance, c'est-à-dire qu'on va éviter toutes les actions qui peuvent heurter la sensibilité du public. Les personnages, comme dans l'Antiquité, sont des personnages nobles, et les intrigues sont d'inspiration mythologique antique ou biblique. Le personnage fait évidemment face à une situation de conflit particulièrement douloureuse et le dénouement est malheureux. Et évidemment, au XVIIe siècle, on fera attention au fait de plaire et d'instruire, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de vue cette fonction morale que doit avoir le théâtre. Je voudrais faire une petite parenthèse sur l'ennemi juré de Jean Racine, qui était Pierre Corneille, et qui considérait qu'il n'y avait pas de place pour 2 tragédiens sur la scène française au XVIIe siècle, et qui a donc essayé de mettre un peu des bâtons dans les roues de Jean Racine. Alors son œuvre phare, c'est le Cid. J'aimerais que vous alliez un petit peu vous renseigner sur cette œuvre. Je pense qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà travaillée, et c'est très bien, en tout cas en première. En classe de première, on attendra que vous connaissiez cette pièce dans les grandes lignes. Je voudrais vraiment construire les portraits de ces 2 dramaturges en opposition l'un avec l'autre. Pierre Corneille a écrit des tragicomédies. Alors ce sont des tragédies, il y a tous les ingrédients de la tragédie, mais elles se terminent bien. Alors que chez Racine, vous avez pu constater que ce n'était pas le cas. Racine a effectivement une vision janséniste de l'homme. Alors je vous rappelle que le jansénisme, c'est l'idée que votre destin est tout tracé et que du coup vous n'avez pas de libre arbitre. Vos bonnes actions ne vous permettront pas de vous racheter si votre destin est fixé pour être un destin malheureux. Chez Corneille, les personnages sont nobles et ont de grandes qualités morales. Alors que chez Racine, certes, ils sont nobles, mais ils ont une monstruosité, comme vous avez pu le constater aussi. Et puis chez Corneille, le héros fait face à un dilemme insoluble, le fameux dilemme cornélien, entre l'amour et le devoir, alors que chez Racine, le héros doit lutter contre un déchirement intérieur entre amour et politique. Par contre, les effets sur le spectateur sont les mêmes. Plaire et instruire, bien sûr, purger les passions, porter un propos moral et surtout porter aussi sur scène des questionnements philosophiques, puisque la tragédie est un genre qui doit être élevé.
Je pense que vous avez les éléments nécessaires pour aborder l'exercice de la dissertation, que vous avez maintenant un petit peu mieux compris et rassemblé vos connaissances sur l'histoire de la tragédie de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. Et nous allons pouvoir nous donner maintenant un prochain rendez-vous pour aborder l'exercice de la dissertation. Et évidemment, nous nous concentrerons sur l'intrigue d'Andromaque pour le premier entraînement que nous ferons ensemble.